Le but d'une statuaire, c'est d'harmoniser un espace et d'instaurer aussi une mise en scène qui va rendre ce lieu beaucoup plus paisible. Tout simplement parce que la sculpture, elle va rester en place après la mort de la génération qui l'a générée. Ce que je trouve très intéressant, notamment avec un espace comme celui du Louvre, c'est qu'on est dans un espace qui est absolument monumental et qu'il a réussi à recueillir des pièces qui étaient probablement à Versailles ou dans certains châteaux, qui en quelque sorte sont mortes. Et au milieu de toutes ces pièces-là, il y en a une qui est incroyablement sensible, sublime, sans même regarder le sujet en lui-même, qui est cette pièce allongée à l'horizontale, qui est une représentation d'Abel, qui expire son dernier souffle avant son décès, et qui est vraiment dans un instant, un dernier instant de vie qu'on peut presque palper en fait, caresser, et qui est incroyable en fait à imaginer, à concevoir dans une matière aussi inerte que le marbre, quoi, que la pierre. Parce que si vous revenez dans 10 ans, vous aurez un souvenir relativement intact en fait de la découverte de la pièce et de l'émotion qu'elle peut générer. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez à quoi sert l'intemporel. Après, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette main-là, parce qu'elle est en fait toute cassée et à laquelle on peut donner créer un espèce de court-circuit et lui donner une nouvelle vie à Nanterre, quoi. Je pense qu'on est dans le street art par rapport au processus de production, pas forcément à la main en elle-même, quoi. L'intérêt ou le lien que l'art urbain a dans cette situation-là, c'est le processus de production. D'accord. C'est cette rapidité de mise en place. Et le contexte qui n'est pas le même du tout, qui a un rapport plus populaire en fait, plus méritocrate. J'ai vraiment une démarche qui est liée à celle du théâtre, c'est-à-dire que j'ai un travail de table, comme ce serait un travail de dramaturgie, et ensuite je le mets en scène, donc je le mets en volume. Et après, de ce volume-là, j'en tire un aplat que je vais mettre dans la rue. C'est une démarche qui n'est guidée que par le sensible. Une démarche de choisir des éléments que je serais susceptible d'utiliser pour les détourer et du coup pour les réintégrer dans un nouvel univers. Moi, je ne fais rien à part mettre en lien des époques les unes avec les autres, quoi, et des esthétiques les unes avec les autres. C'est cette notion de passeur, en fait. Voilà, et qui du coup ne peut être transcrite que par le biais du collage. Le collage a quand même été le seul médium par lequel j'ai réussi à exprimer de manière assez intéressante ce que j'avais envie et besoin d'exprimer. C'est vraiment le médium que j'arrivais le mieux à faire parler en fait. Ouais, et puis il y a une notion de jeu aussi qui est inhérente à toutes mes pièces, de manipulation, de jeu, de trucs cachés, planqués que j'aime beaucoup et que j'arrive justement particulièrement à retranscrire avec ce médium-là. Du coup, oui, d'une manière ou d'une autre, je suis à la recherche d'un certain public, oui, clairement. Ce que je mets dans la rue, c'est vraiment le point final, si tu veux, c'est vraiment la représentation. Et c'est aussi pour ça que je colle en plein jour.
Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une œuvre que tout le monde connaît. Elle est universelle, tout le monde connaît la Vénus de Milo, en tout cas ils connaissent ce regard, cette image. C'est vraiment une œuvre qui, d'elle-même, incarne la beauté. Et c'est ça qui me plaisait. Il faut remettre cette œuvre dans la vie, dans la ville, dans un contexte urbain, histoire de l'imposer à tout le monde. Que les gens n'aient pas besoin de regarder leurs souvenirs pour voir la Vénus, mais que simplement, en marchant, en se promenant, ils tombent sur la Vénus. Elle est à la fois archi connue et à la fois méconnaissable. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est comme un fragment de l'œuvre, effectivement, et un fragment sur son regard, comme si elle nous regardait vraiment pour nous interroger, nous, êtres humains, tout petits, à côté de justement cette statue immense et qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. Je me suis dit que dans cette optique de mettre un peu de beauté autour de nous, finalement, il y avait une phrase de mai 68 dont je me souvenais, qui a été écrite, il me semble, à vérifier par Dostoïevski, qui disait « La beauté sauvera le monde ». La beauté sauvera le monde, effectivement, c'est quelque chose qu'il est important de dire. Et en fait, on se rend compte que 50 ans après, on a toujours les mêmes préoccupations, c'est-à-dire mettre un peu de beauté, toujours un peu plus d'amour dans ce monde. Qu'est-ce que chacun de nous fait pour mettre un peu plus de beauté dans ce monde? Et c'est ça que j'aime dans ce mouvement, c'est qu'on s'attache vraiment à l'œuvre et pas à l'artiste. Et c'est là où je voyais un rapport intéressant, effectivement, avec le street art notamment, ou même avec le graffiti, qui est un mouvement complètement anonyme finalement, où tous les artistes sont des anonymes. Je trouvais qu'il y avait vraiment un lien avec l'esprit de mai 68, dans la mesure où mai 68, c'est une génération, une jeunesse qui veut faire table rase du passé pour instaurer quelque chose de nouveau. L'œuvre s'intitule Le crépuscule des idoles. Ça prend la forme plus ou moins d'une espèce d'amoncellement de sculptures, où il y a une trentaine de sculptures, avec donc des espèces de corbeaux qui volent au-dessus. C'est comme une décharge publique, mais avec des sculptures du Louvre. C'est aussi une manière de jouer avec l'image du Louvre, qui est vraiment une image de conservation. Et mai 68, c'est vraiment un événement qui est venu en rupture avec cette conservation. Je suis un graffeur, je fais des graffitis et je porte dans les murs des grandes villes, je porte les grands maîtres avec les techniques de les bombes, de le spray. Et je réalise à l'Université de Nanterre un des plus grands caravagistes de l'histoire de l'art. Pourquoi Georges de la Tour, c'est génial. Pour moi, la part plus importante, que c'est la partie à gauche du tableau, où il y a les deux personnages et il y a le significateur principal, que c'est ça. C'est un trouche. Lui, c'est le pauvre garçon qui perd de l'argent avec la conspiration de ces personnages. Okay? La réalisation des tableaux n'est la même manière qu'ils sont représentés dans les peintures. Okay? Je ne veux pas faire d'interprétation. Je porte avant la tradition de la copie dans l'histoire de l'art. C'est fondamental trouver des connexions avec tous les autres street artistes. Okay? La rue, c'est vraiment démocratique. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et je pense que tout le monde de la street art, c'est très démocratique.
Le but étant pour nous de traiter avant tout du musée du Louvre en tant que bibliothèque qui référence les différentes époques qu'on a pu traverser au travers des arts. Ce qui est important avec la Vénus de Milo, c'est que ça touche à une esthétique qui nous touche beaucoup nous, c'est l'esthétique du fragment. La Vénus du Milo, elle est entrée au musée du Louvre au XIXe siècle et elle a fait un profond débat parce que à l'époque, on avait tendance à restaurer les statues, donc à rajouter des éléments sans vraiment savoir finalement à quoi elles ressemblaient avant de les trouver sur les champs de fouilles. Nous, on s'est intéressé aussi donc, à ce diptyque de statues de Slotz, le sculpteur français du XVIIIe siècle. Donc voilà, nous, ce qui nous a intéressé plus particulièrement, c'est que finalement, les symboles de domination sont presque à notre vue, à notre tête, parce qu'en général, les statues nous surplombent. Donc finalement, l'idée de domination qui est censée être vraiment à nos pieds nous se retrouve à la hauteur de notre tête. Ce qu'on voit à mai 68 et même avec les manifestations actuelles, c'est que ça se passe à la place de la République sous une énorme statue de Marianne qui est une représentation du pouvoir laïque. Donc finalement, c'est quand même un point de départ assez fort. C'était l'idée du peuple et de la fragilité au milieu de cette statue qui est dans une instabilité, toujours en suspens entre deux époques. Du coup, là, on est au niveau des 4 captifs. Du coup, c'est vraiment la base d'une statue qui a été imaginée par Desjardins. Les 4 empires battus en fait par Louis XIV. Normalement, on doit tourner autour pour voir les 4 évolutions des hommes représentés ici. Les 4 versants de l'humain, c'est-à-dire l'évolution qu'il a en fonction de sa vie. Et chaque évolution de l'homme montre bien un tempérament. On a tendance à faire cette représentation nous, du suspens, donc de toujours l'opposition entre la décomposition, d'où notre attrait pour le fragment, et la reconstruction et le suspense d'un monde en devenir. Donc on se pose quand même la question en général de qu'est-ce qu'une révolution, qu'est-ce qu'un pouvoir mis en place. Donc on voulait plutôt représenter ça sous forme d'une énergie au travers des âges qui crée finalement les fluctuations des grands courants humains. Donc voilà, montrer ça en tant qu'énergie pure et essayer d'anonymiser un maximum. Vous allez voir que finalement les visages sont assez peu représentés. Ce qu'on voit au sommet, c'est un masque mortuaire, donc l'idée de préservation au travers des différents mondes. En fait, on mettait des masques sur les défunts qui traversent différents cycles au travers des âges et différents mondes avec l'au-delà. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de dépersonnaliser un maximum l'histoire et lui donner un portrait symbolique. Donc C215, c'est un artiste maintenant qui est assez reconnu dans le mouvement du street art. Il est très connu justement pour faire des reprises en fait, de tableaux qu'il remet au goût du jour, ou sinon aussi des hommages aux personnes qui ont construit voilà, la société actuelle. Donc ici, il reprend la liberté de guider un peuple justement pour faire écho aussi à mai 68. Qui évoque aussi un peu l'image de presse, je trouve aussi, qui évoque aussi cette reproductibilité et cette reproduction qui a touché cette œuvre presque dès sa création. En fait. Son travail il est souvent vraiment très marqué au niveau des ombres et au niveau du clair-obscur en fait. Donc l'œuvre se détache souvent très très bien. Et donc pour lui, elle symbolise vraiment la beauté de manière transnationale et transchronologique. Ça parle à tout le monde et tout le monde peut être capté par cette figure-là. Ça nous attire, ça nous juge, ça nous questionne, ça nous interpelle un peu de ce qui se passe derrière la culture, en dehors de la culture et ce qui nous relie tous. Donc le street art c'est aussi ça, c'est une image qui appartient à tout le monde, que tout le monde connaît, qu'on peut croiser tous les jours dans la rue sans connaître l'artiste.